Jean de la Bruyère, Les caractères, livre 5, de la société et de la conversation. 1. Un caractère bien fade est celui de n'en avoir aucun. 2. C'est le rôle d'un sot d'être importun. Un homme habile sent s'il convient ou s'il ennuie. Il sait disparaître le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part. 3. L'on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de cette sorte d'insectes. Un bon plaisant est une pièce rare. À un homme qui est né tel, il est encore fort délicat d'en soutenir longtemps le personnage. Il n'est pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer. 4. Il y a beaucoup d'esprits obscènes, encore plus de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut trop de manières, trop de politesse et même trop de fécondité. C'est créer que de railler ainsi et faire quelque chose de rien. 5. Si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l'on aurait honte de parler ou d'écouter, et l'on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s'accommoder à tous les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l'intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes. Il faut laisser Aron parler proverbes, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insomnies. 6. L'on voit des gens qui, dans les conversations, ou dans le peu de commerce que l'on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j'ose dire, par l'impropriété des termes dont ils se servent, comme par l'alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs n'ont jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la raison, ni l'usage, mais leur bizarre génie, que l'envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur idiome naturel. Ils accompagnent un langage si extravagant d'un geste affecté et d'une prononciation qui est contrefaite. Tous sont contents d'eux-mêmes et de l'agrément de leur esprit, et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués. Mais on les plaint de ce peu qu'ils en ont. Et, ce qui est pire, on en souffre. 7. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez, à 6, me dire qu'il fait froid? Que ne disiez-vous? Il fait froid. Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige? Dites, il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de m'en féliciter? Dites, je vous trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant. Qu'importe, Assis, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle, et de parler comme tout le monde? Une chose vous manque, Assis, à vous et à vos semblables les diseurs de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout, il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre. Je vous tire par votre habit et vous dis à l'oreille. Ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l'on se, en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. 8. Qui peut se promettre d'éviter, dans la société des hommes, la rencontre de certains esprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu'il faut que les autres écoutent, on les entend de l'antichambre. On entre impunément et sans crainte de les interrompre. Ils continuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle. Ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle pour la dire de leur façon, qui est la meilleure. Ils la tiennent de Zamet, de Russelet ou de Concini, qu'ils ne connaissent point, à qui ils n'ont jamais parlé, et qu'ils traiteraient de Monseigneur s'il leur parlait. Ils s'approchent quelquefois de l'oreille du plus qualifié de l'assemblée pour le gratifier d'une circonstance que personne ne sait et dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits. Ils suppriment quelques noms pour déguiser l'histoire qu'ils racontent et pour détourner les applications. Vous les priez, vous les pressez inutilement, il y a des choses qu'ils ne diront pas, il y a des gens qu'ils ne sauraient nommer, leur parole y est engagée, c'est le dernier secret, c'est un mystère, outre que vous leur demandez l'impossible. Car sur ce que vous voulez apprendre d'eux, ils ignorent le fait et les personnes. 9. Arias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel, et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire, ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d'un grand d'une cour du Nord, il prend la parole, et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Seton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé, lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Seton à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. » 10. Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre une certaine paresse qu'on a de parler, ou quelquefois un esprit abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes, ou de sottes réponses, et une attention importune qu'on a au moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les autres n'y voient pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir occasion d'y placer la sienne.